loi qui va financer les municipalités. Certaines, donc excédentaires, d'après cette loi, vont devoir transférer leurs excédents aux villes déficitaires. Et donc, il y a un mécanisme intérieur. On prend l'argent d'un côté pour le verser aux autres, et donc permettre à l'État de dépenser moins d'argent. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Jacques Bendelac. Jacques, bonjour, Boker Tov. Oui, bonjour Daniel. Merci d'être avec nous, essayiste, écrivain et spécialiste en économie. Avec vous, on voudrait mieux comprendre ce qu'est cette fameuse loi Chok HaArnona dont on parle, ou même Chok Keren HaArnona dont on parle beaucoup en Israël, la loi sur le fonds pour les taxes municipales. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit et pourquoi cette loi suscite tant de controverses en Israël depuis plusieurs jours. Alors, on va commencer par dire que les municipalités en Israël sont financées par une taxe locale qui s'appelle l'Arnona. C'est l'équivalent de la taxe foncière qui existe un petit peu partout. Et donc, elle prélève cette taxe foncière sur les superficies construites, c'est-à-dire les logements, les bureaux, les commerces, etc. Et c'est un revenu qui leur permet de subvenir à leurs besoins. Alors, il y a certaines villes qui sont excédentaires parce qu'elles ont beaucoup d'habitants et beaucoup de commerces, et d'autres villes qui sont déficitaires parce qu'elles ont peu d'habitants et peu de commerces. Et donc, à la fin de l'année, l'État subventionne les villes déficitaires, c'est-à-dire leur transmet une subvention qu'on appelle en hébreu Ma'anak Izun, la subvention d'équilibre, qui va permettre aux villes déficitaires de combler leur déficit. Et ça marche très bien, donc comme ça, depuis quelques années. Et voilà que l'État décide une loi qui va financer les municipalités. Certaines, donc excédentaires, d'après cette loi, vont devoir transférer leurs excédents aux villes déficitaires. Et donc, il y a un mécanisme intérieur. On prend l'argent d'un côté pour le verser aux autres, et donc permettre à l'État de dépenser moins d'argent finalement. Ça voudrait dire que ce Ma'anak Izun, cette allocation d'équilibre dont vous avez parlé, elle ne serait plus attribuée aux municipalités affaiblies ? Elle serait beaucoup moins attribuée et ça permettrait à l'État de dépenser moins d'argent. En fait, l'État voudrait inciter les petites localités à construire des logements. Or, l'Arnona, cette taxe foncière, elle est moins élevée sur les logements et plus élevée sur les commerces et les bureaux. Et donc, les grandes villes ont tendance à construire davantage de bureaux que de logements. Ah, c'est ça. Alors, là, concrètement, parce que vous parliez au début de votre explication, vous disiez il y a des municipalités qui ont peu de logements et peu de commerce, mais il y a des municipalités qui ont aussi qui ont intérêt normalement, donc si je le comprends bien, à avoir plus de commerce que de logements. Exactement. Alors, depuis quelques années, on se rend compte qu'une municipalité, lorsqu'elle a un terrain à construire, elle va le destiner au commerce ou à l'industrie ou au bureau plutôt qu'au logement, parce que ça lui rapporte plus. Oui. Et l'État voudrait inciter justement les villes à construire davantage de logements parce que c'est ce qui manque en Israël. Et donc, on va inciter par des versements financiers les villes à construire des logements. Seulement, au lieu que cet argent vienne des caisses de l'État, ce qui serait logique, on va le prendre des villes qui ont beaucoup de commerces et de bureaux pour le transférer aux villes qui, parce qu'elles sont plus petites, moins habitées, ont moins de ressources en Arnona. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai quand même un peu le sentiment que... Alors c'est vrai que ça peut faire bondir, on va dire, les municipalités les plus riches qui se disent bien non, moi je préférerais garder mon surplus pour améliorer la qualité de la vie de mes citoyens, de mes habitants. Mais est-ce que je me trompe ou il y a un petit caractère un petit peu socialiste à cette loi, c'est-à-dire c'est une répartition plus équilibrée c'est un peu une loi Robin des Bois qui prendrait un peu aux riches pour donner un petit peu aux pauvres. Oui, alors c'est ça le principe qu'on nous présente au gouvernement, mais on omet de nous dire que parmi les villes qui prélèvent beaucoup d'Arnona, c'est-à-dire les villes riches en Arnona, il y a beaucoup de villes qui sont pauvres, dont les habitants sont pauvres. Par exemple, Ashdod n'est pas une ville riche, mais elle a beaucoup d'Arnona, parce que le port lui rapporte de l'Arnona. Ah. Mais alors... Par exemple, Eilat est considérée comme une ville riche en Arnona,
mais dont les habitants sont pauvres. Et donc, on va prendre de l'argent à des villes qui en ont besoin pour le donner à d'autres qui en ont peut-être moins besoin. Parce que Savion, la ville dont les habitants sont les plus riches d'Israël, est pauvre en Arnona. Et donc, il y a des distorsions dans cette redistribution. Et donc, il aurait préféré faire une redistribution un peu différente en passant par l'État et non pas en s'appuyant sur les municipalités. Oui, alors quelle est l'intention du ministre des Finances, Bezalel Smotrich, quand il propose cette loi? Alors, il faut bien voir que 2023 sera une année difficile pour l'économie israélienne. Difficile parce que la croissance est en train de s'atténuer. On va entrer dans une phase de récession avec moins de croissance, moins d'investissement, moins d'exportation. Et tout cela, ça va réduire les rentrées fiscales du pays. Donc, on aura moins d'argent dans les caisses de l'État. Mais de notre côté, on a plus de dépenses parce que c'est un nouveau gouvernement qui va donner davantage de budget à la défense, à la police, au Haredim, aux partis de la coalition. Et donc, on va avoir un déficit budgétaire qui va se creuser cette année. Et donc, le ministre des Finances cherche à financer les municipalités sans débourser d'argent. Oui. Donc c'est pour ça que ça explique pourquoi, on va dire, les hauts fonctionnaires du Trésor, qui sont des professionnels de l'économie, eux, sont favorables à cette démarche, c'est cela? Absolument. Alors les hauts fonctionnaires du Trésor cherchent par tous les moyens à dépenser le moins d'argent. Vous savez, c'est un petit peu leur rôle. Ils veulent limiter le déficit budgétaire qui va être important cette année. On parle de 4-5%, c'est beaucoup. Et donc, on cherche par tous les moyens à trouver de l'argent facile. Et l'argent facile, c'est vrai qu'on peut le trouver dans certaines municipalités riches, comme Tel Aviv ou Haïfa ou Ramat Gan. Mais d'un autre côté, on prend de l'argent qui appartient à leurs habitants, à leurs citoyens, pour le donner à d'autres municipalités, alors que c'est en fait le rôle de l'État de jouer ce rôle de redistribution. Ce n'est pas le rôle des municipalités, a priori. Alors, je voudrais vous poser une question parce que j'ai encore le souvenir de l'année dernière, à la fin du gouvernement, on va dire Lapid-Bennett, où on nous envoyait des informations sur les excédents budgétaires, les excédents de rentrée d'impôts. On parlait de 60 milliards de shekels d'excédents qui étaient dans les caisses de l'État et jusqu'à preuve du contraire, il n'avait pas été utilisé. Pourquoi finalement, où est cet argent? Est-ce qu'on ne peut pas l'utiliser pour essayer justement de combler un peu ce fossé social entre les diverses municipalités? Les excédents ont déjà été utilisés. On a remboursé la dette extérieure qui avait augmenté pendant le corona. Depuis 6 mois que l'État n'a pas de budget, donc on puise l'argent un petit peu là où on le trouve, et donc également dans les excédents budgétaires, et donc les excédents sont réduits à, je crois, 10 milliards aujourd'hui. Donc c'est vraiment une somme très petite qui n'est pas suffisante pour financer tous les besoins de l'État pour l'année en cours. Ça veut dire que cet argent, je parle de quelques 50 milliards de shekels, c'est quasiment évaporé. On n'a pas pu mesurer, on peut en sortir l'importance. Les contribuables israéliens n'ont pas pu le ressentir. Oui, parce que d'une part, on a remboursé les dettes de l'année du corona qui étaient importantes, parce que l'État s'était endetté pour dépenser de l'argent. Et puis, depuis 6 mois que le gouvernement n'a pas de budget, il ne faut pas l'oublier. Ouais. Donc, on puise là où on peut trouver de l'argent et on puise aussi sur les excédents. Donc, les excédents ont été plus ou moins utilisés durant les 6 premiers mois de l'année. Alors, je voudrais aussi, après que vous nous ayez expliqué cette loi sur les taxes municipales, revenir sur la donnée qui est tombée hier soir, qui est tout de même assez inquiétante, et vous nous en parliez indirectement. C'est donc le taux d'inflation qui a grimpé de 0,8% le mois d'avril, alors que les experts parlaient de 0,4, 0,5%. On parle d'un taux annuel d'inflation de 5%, avec des répercussions. Quelles sont les répercussions d'un tel taux d'inflation, et comment on l'explique, encore une fois, ce taux? Oui, écoutez, c'est une inflation d'abord mondiale qui existe un petit peu partout. En Israël, c'est une inflation qui est surtout importée parce que Israël est tributaire de ses importations pour faire fonctionner son économie. On importe beaucoup de matières premières notamment et qui ont augmenté.
Et donc, quand les matières premières augmentent, tous les produits construits en Israël augmentent forcément et importés de l'étranger augmentent. Et puis, il y a aussi le phénomène des monopoles de l'alimentaire, les monopoles dans tous les secteurs de l'activité économique qui mais ça c'est pas nouveau, ça c'est pas nouveau. C'est-à-dire il y a une conjoncture particulière qui provoque cette augmentation. C'est pas nouveau, mais le fait que le gouvernement depuis 5 mois n'a pas mis en place véritablement de plan anti-inflation, ça a laissé le champ libre aux commerçants, aux producteurs, pour augmenter leurs prix sans que le gouvernement ne prenne le soin de les arrêter. Hein. Et donc, voilà, donc le consommateur israélien continue d'acheter malgré que les prix sont élevés. Et ça aussi, c'est un facteur d'inflation parce que lorsque les prix augmentent et qu'on continue d'acheter, eh bien, rien n'empêche les distributeurs et les producteurs de maintenir des prix élevés. Alors, il faut effectivement mettre en place un véritable plan de lutte contre l'inflation et ça on ne le fait pas. Hein. La seule lutte contre l'inflation, c'est l'augmentation des taux d'intérêt de la Banque centrale, mais ce n'est pas suffisant pour lutter contre la hausse des prix. Hein. Il faut s'attaquer aux importateurs, aux producteurs et tout ça on ne le fait pas suffisamment. Alors c'est pas nouveau, vous avez raison, mais le contexte international d'augmentation des prix a fait que beaucoup de producteurs ont saisi l'occasion pour augmenter leurs prix. Hein. Et quand le prix des matières premières recule, diminue à l'étranger, ça ne diminue pas en Israël. Hein. Et donc, on voit un petit peu qu'il y a des distorsions au niveau des prix. D'autant plus que s'il y a une augmentation donc, du coût de la vie, cette augmentation, d'après ce que je lis ce matin, elle va se répercuter par la Banque d'Israël par une augmentation des taux d'intérêt directeurs et ça va encore une fois être répercuté sur les couples qui ont pris des prêts hypothécaires qui vont devoir payer plus d'intérêts. Oui, absolument. L'inflation, ça touche d'abord les plus pauvres, les plus modestes, les plus endettés, hein, donc les catégories les plus défavorisées de la société israélienne. C'est pour ça qu'il faudrait davantage intervenir, redistribuer des fonds, prendre des mesures concrètes pour que justement les catégories les plus défavorisées soient le moins touchées par l'augmentation des prix et par le coût de la vie. Quel est le rôle de la réforme judiciaire et des protestations et de ce dont on a parlé, les critiques des économistes, les critiques des high-techistes, dans la situation économique dans laquelle on se trouve actuellement? Oui, alors tout ça, vous avez raison, ça crée une ambiance, un environnement économique qui n'est pas favorable pour les affaires. Hein. Forcément, donc on a vu que les investissements se sont retirés, on a vu que le commerce international est touché. Tout ça, ça fait réduire la croissance. Ça fait réduire les rentrées fiscales, on l'a dit, et donc forcément, ça a aussi un impact sur le niveau de l'activité, et tout cela, oui, ça joue aussi sur l'ambiance qui permet aux grands monopoles bien de tirer leur épingle du jeu et d'augmenter les prix en toute impunité. Hein. Il faut bien comprendre qu'Israël rentre maintenant dans une phase de récession. Oui. La croissance économique qui était de 6% l'année dernière, elle sera peut-être de 2% cette année. Hein. Et donc, ça veut dire que oui, les revenus vont se réduire, le pouvoir d'achat va se réduire, l'inflation rogne le pouvoir d'achat des revenus les plus faibles, et tout cela, ça coûte cher aux catégories les plus défavorisées. Eh bien, Jacques Bendelack, merci beaucoup pour toutes ces explications donc sur cette loi sur la taxe municipale, également sur ce taux d'inflation, la hausse du coût de la vie pour le mois d'avril. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt, Jacques. Merci, Daniel. Au revoir.